La première chose qui m'a frappé, ce n'est pas la porte, ni la serrure, ni même les inconnus derrière la vitre. C'est le silence de la rue. Ce silence étrange des lotissements de banlieue un dimanche en fin de matinée, quand tout le monde est chez soi, quand les barbecues se préparent, quand les enfants jouent dans les jardins. Sauf que là, il n'y avait que le bruit de mes roulettes de valise sur le trottoir et le bourdonnement lointain du périphérique. J'avais la tête lourde, la peau encore chaude du soleil portugais, les muscles engourdis par les heures d'avion. Tout ce que je voulais, c'était une douche, un vrai café, pas celui de la machine de l'aéroport, et le petit déclic rassurant de la serrure de notre maison qui s'ouvre. Mais ce jour-là, la clé a refusé de tourner. Je l'ai enfoncée, comme toujours, un peu à l'aveugle, le geste 1000 fois répété. Sauf que là, elle a buté net. Un blocage sec, obstiné. J'ai essayé une deuxième fois, plus fort, puis une troisième, avec cette crispation au poignet qui ressemble à la colère qui monte. Rien. À l'intérieur, une ombre a bougé derrière le verre dépoli. Une silhouette qui n'était pas la mienne, ni celle de ma femme. Je me suis figé, un moment suspendu entre le jet-lag et l'incompréhension. Je suis chez moi, j'ai pensé. Puis un doute idiot m'a traversé. Est-ce que je me suis trompé de maison, de rue, de ville ? J'ai levé les yeux. Le numéro était bien là, accroché à la façade, le même depuis 6 ans. La même peinture un peu équayée autour de la boîte aux lettres. Les mêmes dalles devant l'entrée, celles que j'avais posées un samedi pluvieux en râlant. Tout était familier, sauf la personne qui a ouvert la porte. Une jeune femme, cheveux relevés en chignon approximatif, t-shirt ample, short de sport, pieds nus sur notre carrelage. Elle m'a regardé comme on regarde un livreur en avance ou un militant qui vient sonner pour les élections. Oui, sa voix était polie mais méfiante. J'ai cligné des yeux comme si une mise au point allait soudain tout arranger. « Bonjour, je crois qu'il y a un problème, c'est ma maison. » Elle a jeté un coup d'œil derrière elle, puis vers moi, un peu gênée. « Non, monsieur, je pense que vous vous trompez. » Trompé. Le mot s'est planté dans ma poitrine comme une écharde ironique. Avant que je ne réponde, un homme est apparu derrière elle, un mug à la main, l'air éveillé mais sur la défensive. « Il y a un souci ?» Elle a penché la tête vers lui sans me lâcher du regard. Il dit que c'est chez lui. Ils m'ont regardé tous les deux comme on regarde un type un peu perdu, un peu dangereux, qu'on n'a pas envie de laisser entrer. « J'habite ici, j'ai répété. Julien Morel, c'est notre maison, à ma femme et moi. Vous devez vous tromper de... » Je me suis interrompu en voyant le couloir derrière eux. Les murs, ils n'étaient plus blanc cassé qu'en avant, mais d'un beige chaud. Le vieux meuble à chaussures avait disparu, remplacé par un banc en bois clair. Le cadre avec notre photo de mariage n'était plus là. À la place, un dessin d'enfant accroché avec du masking tape, un bonhomme sourire sous un soleil disproportionné. J'ai senti ma gorge se serrer. « Monsieur, » a dit l'homme en posant sa tasse sur une console que je ne connaissais pas, « je crois que vous n'avez pas les bonnes informations. Nous avons acheté cette maison. L'acte a été signé la semaine dernière. » « Vous... avez quoi ?» Ma voix avait changé, plus aiguë, plus mince. « Nous sommes les nouveaux propriétaires, » a répété la femme. « On a emménagé avant-hier. » Le mot « propriétaire » a flotté entre nous, incongru et tranchant. Je me suis tourné vers la rue, comme si le reste du décor allait se mettre à hurler que tout ça était un mauvais rêve. Mais tout était normal. Les haies bien taillées des voisins, la Clio bleue de la famille d'en face, les volets fermés au bout de l'impasse. Rien n'indiquait que ma vie venait de basculer. « C'est impossible », j'ai insisté. « Je paie un crédit pour cette maison. On a acheté avec ma femme il y a 6 ans. J'étais en voyage, je viens de rentrer. C'est une erreur. Appelez l'agence. » « On va surtout appeler la police si vous insistez, » a répondu l'homme plus ferme. « On a les papiers, monsieur. Vous ne pouvez pas rester là à forcer la porte. » Je n'ai même pas réalisé que je serrais toujours ma clé dans ma main, au point d'en avoir la peau marquée. Une voiture s'est garée au bord du trottoir à ce moment-là, une Citroën blanche avec un logo d'agence immobilière sur la portière. Une femme en tailleur sombre est sortie, une pochette cartonnée sous le bras. Elle a fait un signe au couple, puis m'a vu. Son sourire professionnel a vacillé. « Ah, vous êtes Julien, c'est ça ?» J'ai hoché la tête mécaniquement. Elle a inspiré très légèrement. « D'accord. Bon, je pense que vous êtes au courant alors. » « Au courant de quoi ?» Elle a marqué une hésitation puis a baissé un peu la voix. « De la vente et du divorce. Votre ex-femme a tout géré avec nous. » « Mon... quoi ?» Je crois que je n'ai pas entendu le reste de sa phrase. Tout a été avalé par ce mot-là, lancé avec une douceur administrative, comme une case cochée.
Ex-femme. Je ne sais pas combien de temps j'ai regardé la façade, la poignée, le paillasson qui n'était plus le nôtre. Ma main a glissé dans ma poche presque seule. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Claire. Une sonnerie. 2. Puis le message automatique, celui que je n'avais entendu qu'une fois, quand elle avait changé de forfait il y a des années. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Je suis resté le téléphone collé à l'oreille alors que le message se répétait, comme si, en attendant, le miracle allait se produire et sa voix allait surgir. Rien. Monsieur. Je n'ai pas tout de suite compris que le monsieur s'adressait à moi. 2 silhouettes se tenaient maintenant à quelques mètres, 2 policiers en uniforme, sans gyrophare ni précipitation, mais avec cette manière d'occuper l'espace qui dit qu'on ne plaisante plus. On a été appelé pour une tentative d'intrusion, a dit le plus grand, la main à moitié posée sur son ceinturon. On peut voir vos papiers, s'il vous plaît. C'est ma maison, j'ai répété pour la 10e fois, sauf que cette fois le mot sonnait creux, même à mes oreilles. C'était ma maison. Je comprends rien. L'agent a échangé un regard avec son collègue, puis avec l'agente immobilière, qui a haussé les épaules d'un air désolé. La vente a eu lieu, a-t-elle murmuré. Le notaire a tout validé. Claire Morel, enfin Claire Morel-Delmas maintenant, a signé pour vous deux avec un mandat. Tout est en règle. Je n'ai plus entendu que mon prénom dans sa bouche, collé à ce nom de famille qui n'était plus vraiment le mien. Quelque part, au fond de moi, un engrenage s'est enfin enclenché, une lente prise de conscience, visqueuse, qui se ferait un chemin entre le déni et la panique. Claire a vendu la maison, Claire a coupé son numéro, Claire a divorcé. Et moi, j'étais en train de me tenir sur le trottoir, avec ma valise encore pleine de sable, comme un touriste perdu devant un décor qui ne lui appartient plus. Ce n'était pas un malentendu, c'était prémédité. Elle avait tout prévu. Astérisque. On dit souvent qu'un mariage ne se brise jamais d'un seul coup, qu'il y a toujours des fissures avant la fracture. Mais sur le moment, on ne voit que ce qui nous arrange. On empile les habitudes par-dessus les craquements, on étouffe les silences sous des séries Netflix et des « ça va ? Oui, ça va ?» Quand j'y repense maintenant, je me demande comment j'ai fait pour ne pas voir venir la tempête. Avant tout ça, notre vie paraissait banale. Une maison mitoyenne dans une ville moyenne de province, en périphérie de Lyon. Une cuisine Ikea, un salon avec un canapé un peu trop grand pour la pièce, une chambre où l'on se croisait plus qu'on ne se retrouvait. Claire se levait tous les matins à 6h30, avant même que le jour ne décide s'il allait se lever lui aussi. Elle passait à la machine à café, lançait une dosette, ouvrait les volets à moitié. Je me réveillais 10 minutes plus tard en entendant le bruit de la cuillère contre la tasse. C'était notre rituel silencieux. Elle devant la fenêtre, moi qui arrive en traînant des pieds, encore à moitié dans mes rêves. On parlait peu le matin. Elle lisait les premières notifications sur son téléphone, jetait un œil aux mails du boulot, elle travaillait dans une agence de com à la Pardieu, et moi je faisais défiler les infos sportives. On se contentait de se frôler, de se croiser, de partager la même cuisine sans se regarder vraiment. À l'époque, j'appelais ça la routine, la stabilité, la preuve qu'on était un couple solide, pas un de ces volcans qui explosent au moindre désaccord. Je sais maintenant que c'était déjà un éloignement. Les conversations s'étaient réduites à des choses pratiques. Qui passe au supermarché, qui récupère le colis à Mondial Relais, qui appelle le DLF pour la facture bizarre. On parlait météo, boulot, bouchon sur la 7. On ne parlait plus de ce qu'on voulait, de ce qu'on craignait, de ce qui nous manquait. Je sentais bien, parfois, quelque chose de tendu chez elle. Un regard qui restait un peu trop longtemps sur la table, un soupir avalé trop vite, une phrase commencée puis abandonnée. Mais chaque fois que je demandais « ça va ?», elle répondait « oui, ça va ?» et comme ça m'arrangeait de la croire, je m'arrêtais là. C'est facile de ne pas voir ce qu'on ne veut pas voir. La première fissure vraiment visible, ça a été l'argent. Un virement que je ne comprenais pas. Puis 2. Des paiements par carte sur des sites que je ne connaissais pas. Des retraits un peu plus élevés que d'habitude. Claire avait toujours été la plus rigoureuse des deux côté budget. Elle tenait un fichier Excel avec nos dépenses, tenait à jour un classeur avec les papiers de la maison, des assurances, des impôts. Sauf que depuis quelques mois, le classeur traînait ouvert sur le buffet, les papiers en vrac. Quand je posais une question, elle répondait « je m'en occupe » en refermant un peu trop vite. Moi aussi j'avais mes zones d'ombre, des notes de restaurant que je préférais ne pas expliquer, des nuits où je rentrais plus tard que prévu avec l'odeur d'un parfum qui n'était pas le nôtre encore accroché à ma chemise, des week-ends entre potes qui n'avaient rien d'innocent. Je m'étais habitué à cette double vie comme on s'habitue à un mensonge confortable, en faisant taire la petite voix qui dit que ça va mal finir.
Le déclic pour elle n'a pas été un parfum ni un ticket de caisse, ça a été un bruit. La petite sonnerie d'AirDrop de mon MacBook, un vendredi soir où elle travaillait à la maison. Je n'étais pas là. J'étais à Lisbonne déjà, affalé sur un transat au bord d'une piscine d'hôtel, un cocktail à la main, le soleil dans les yeux, le rire de Camille, la fille que je voyais en douce depuis quelques mois, résonnant quelque part à côté. J'avais passé l'après-midi à prendre des photos débiles. Nous deux en maillot, nos verres alignés sur la table, nos jambes entremêlées sur le lit d'hôtel, mon reflet dans la glace de la salle de bain avec elle en arrière-plan, nue, floue, volontairement provocatrice. J'aimais ce frisson adolescent, cette impression d'être un gamin malicieux échappé à la surveillance des adultes. Sauf que les adultes, c'était nous, et qu'à plus de 30 ans, ce genre de frisson a un autre nom, la lâcheté. Je n'ai pas pensé une seconde à la synchronisation iCloud, à notre bibliothèque photo partagée, à l'ordinateur de Claire posé sur la table du salon. Elle, si. Ou plutôt, elle l'a subi. Elle m'a raconté plus tard comment c'est arrivé. Elle était plongée dans un brief pour un client, un truc sur un lancement de campagne, les yeux collés à son écran, quand la notification est apparue en haut à droite. Nouvelle photo ajoutée à votre photothèque. Elle a cliqué machinalement. Le dossier s'est ouvert, et là, elle m'a vu. Moi, son mari, souriant comme un idiot dans une piscine d'hôtel, les bras autour d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Moi, allongé sur des draps qui n'étaient pas les nôtres, mon visage collé à celui de Camille. Nos deux corps enlacés dans le reflet d'un miroir, la main de Camille glissée là où personne d'autre que nous n'aurait dû voir. Aucune ambiguïté, aucune explication possible. Dans le même temps, les confirmations de réservation atterrissaient dans notre boîte mail partagée. Dîner romantique pour deux, Pax Spa couple, excursion privée en bateau. Tout débité sur le compte joint. Elle n'a pas crié, elle n'a pas balancé l'ordinateur contre le mur, elle n'a appelé personne. Elle a simplement refermé la bouche, serré les mâchoires et commencé à faire des captures d'écran. Les photos, les mails, les notifications de la banque, tout. Pendant que j'enchaînais les mojitos à Bairro Alto, persuadé d'être discret, ma femme, elle, mettait déjà en ordre le dossier de ma chute. Ce soir-là, elle n'a pas beaucoup dormi. Elle a regardé chaque photo, une à une, comme on appuie sur un bleu déjà douloureux pour vérifier qu'il fait toujours mal. À force, la douleur a changé de forme. Elle est passée de la déchirure à quelque chose de froid, de dur, de droit. Le lendemain matin, elle a pris rendez-vous sur Internet. Avocat, divorce Lyon. Elle a cliqué sur celui dont les avis disaient « Redoutable avec les conjoints infidèles ». Maître Leroy. Astérisque. Le cabinet de Maître Leroy se trouvait dans un immeuble ancien près du palais de justice, avec un ascenseur en fer forgé qui semblait se plaindre à chaque étage. Claire est arrivée avec 10 minutes d'avance, un classeur bleu serré contre elle. Dans ce classeur, toute la preuve de ma bêtise. La salle d'attente sentait le café réchauffé et le papier. 2 chaises, un porte-manteau, un présentoir avec des brochures sur le divorce, la garde alternée, la liquidation de communauté. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait eu envie de rire nerveusement devant ce mot, liquidation, comme si notre vie commune n'était plus qu'un stock à écouler. Quand la secrétaire a prononcé son nom, elle s'est levée sur des jambes qui tremblaient un peu. Maître Leroy n'avait rien du cliché de l'avocate glaciale qu'on voit dans les séries américaines. C'était une femme d'une 40aine d'années, brune, les cheveux attachés en queue de cheval, des lunettes fines et un regard d'une lucidité presque troublante. « Bonjour Claire, installez-vous. Alors, racontez-moi. » Claire a ouvert le classeur. Une pile de papiers s'est dépliée entre elles, comme un casier judiciaire de mon mariage. Les photos, d'abord. Maître Leroy a pris son temps pour les regarder, sans jugement visible, juste une attention clinique. Il n'a même pas pris la peine de masquer son visage, a-t-elle soupiré. On a parfois des conjoints plus prudents. Vous avez de la chance, d'une certaine manière. Chance. Le mot a fait grincer quelque chose en Claire. Puis les relevés bancaires, les paiements de l'hôtel, du spa, des restaurants, tous débités sur le conjoint. Les retraits en espèces dans des villes où j'étais censé être en séminaire. Très bien, a commenté l'avocate. Là, on a non seulement l'adultère, mais aussi l'utilisation des fonds du ménage pour entretenir une relation extra-conjugale. Le juge du divorce appréciera. Claire l'a regardé, perdue entre la rage et le vertige. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire que si vous décidez d'engager une procédure de divorce pour faute, avec les éléments que vous m'apportez, vous avez de fortes chances d'obtenir un partage des biens qui vous soit favorable. On peut aussi demander des mesures conservatoires pour protéger vos intérêts financiers. Mesures conservatoires. Maître Leroy a posé son stylo et s'est penché légèrement vers elle. Votre mari est actuellement à l'étranger, n'est-ce pas ? Claire a hoché la tête. À Lisbonne. Il m'a dit que c'était un voyage entre potes. Et vous savez quand il rentre ?
Elle a cherché sur son téléphone « dans 5 jours ». L'avocate a esquissé un sourire sans joie. 5 jours, c'est large. Si vous voulez agir, c'est maintenant. Quand il est hors du territoire, il ne peut pas vider les comptes, déplacer les biens ou bloquer une éventuelle vente du domicile. On peut déposer la requête dès aujourd'hui, demander le gel de certains comptes et engager la mise en vente de la maison si vous le souhaitez. Claire a senti son cœur se serrer. Vendre la maison? Elle est à vos 2 noms? Oui, nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Parfait. Eh bien justement, si l'un des époux met en péril les intérêts de la communauté, et là avec ses dépenses on peut clairement plaider cela, l'autre peut demander à prendre des décisions seul, y compris la vente du bien. La loi vous protège, mais elle ne vous protégera pas longtemps si vous ne bougez pas. Une fois qu'il est revenu, il peut très bien se précipiter pour dissimuler des actifs, contracter des crédits, etc. Les mots tombaient un à un, lourds, définitifs. Claire a baissé les yeux vers les photos. Et si je ne veux plus de ce mariage? Maître Leroy a posé la question la plus simple et la plus difficile du monde. Vous voulez le quitter? Claire a mis quelques secondes à répondre. Pas parce qu'elle hésitait, mais parce qu'elle cherchait le courage de dire tout haut ce qu'elle savait déjà depuis la nuit précédente. Oui. L'avocate a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. Alors, l'objectif n'est pas de vous venger, c'est de vous protéger. Vous, votre avenir, votre stabilité. Vous avez un travail, mais vous êtes engagé sur un crédit, sur des charges. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester à la merci de ces caprices. On va organiser votre sortie, légalement, proprement. Elle a saisi un formulaire. Je vais avoir besoin que vous me signiez une procuration pour pouvoir agir en votre nom. On va lancer la procédure de divorce pour faute. En parallèle, je vous conseille de réfléchir à ce que vous voulez faire de la maison. Rester dedans? Vendre? Partir? Partir. Le mot a résonné dans la tête de Claire comme un écho inattendu. Jusqu'ici, elle pensait en termes de rupture, de fin, de bruit. Mais ce que proposait Maître Leroy, ce n'était pas seulement la fin de quelque chose, c'était le début d'autre chose. Claire a relevé les yeux. Et si je voulais vraiment partir, pas juste changer de quartier, partir de tout ça, de la ville, du pays. L'avocate ne s'est pas montrée surprise. C'est possible, tant que la procédure est en cours et que vous restez joignable, nous pouvons gérer à distance. Vous n'avez pas d'enfant, c'est bien ça? Non. Alors vous êtes libre de vos mouvements. Je vous conseillerais simplement de régler au maximum les aspects patrimoniaux avant de partir, pour ne pas rester en suspens pendant des années. Vous avez pensé à une destination? Claire n'avait rien concrétisé, elle avait juste cette image persistante, une carte du monde, des vols en promo, des articles sur des pays où les Français s'installent pour recommencer à zéro. Un pays où on ne vient pas me chercher, a-t-elle dit presque dans un souffle, un endroit où il ne pourra pas débarquer pour me supplier ou me menacer. Un pays sans convention d'extradition avec la France, vous voulez dire, a glissé Maître Leroy avec un demi-sourire. C'est un peu extrême, mais pas impossible. Dans tous les cas, si vous voulez disparaître de son paysage, croyez-moi, c'est faisable. Ce qui compte, c'est que vous repreniez la main maintenant, avant qu'il ne comprenne que vous savez. Claire a regardé à nouveau les photos. Julien à la piscine, Julien au restaurant, Julien dans un lit qui n'était pas le leur. Et elle, nulle part. Elle a pris le stylo que lui tendait Maître Leroy, et elle a signé. Astérisque, le plan s'est mis en place comme une mécanique bien huilée, pas parce que Claire était machiavélique, mais parce qu'elle n'avait plus le luxe d'hésiter. Le soir même, elle a commencé à trier, pas seulement nos souvenirs, mais notre vie entière. Dans le tiroir du buffet, les papiers administratifs. Elle a fait des piles, à garder, à scanner, à détruire. Dans notre chambre, ses vêtements d'un côté, les miens de l'autre. Elle a vidé les cintres des robes qu'elle aimait, des chemisiers pour le bureau, des pulls d'hiver. Le reste, elle l'a repoussé vers le fond. Elle m'a dit après que ça lui donnait l'impression de tracer physiquement une frontière. Dans la salle de bain, ses produits rangés dans une trousse. Les miens, laissés là, comme des objets anonymes dans un Airbnb. Le lendemain, elle a appelé une amie. Pas une confidente proche, celle-là aurait posé trop de questions, mais une connaissance fiable. Céline, rencontrée dans un club de lecture. « Est-ce que je peux entreposer quelques cartons chez toi pendant un moment ?» Céline n'a pas demandé pourquoi, elle a juste dit oui. Pendant 3 jours, Claire a rempli des cartons. Livres, souvenirs d'enfance, quelques objets de valeur, des choses auxquelles elle tenait sans savoir l'expliquer. Elle les a numérotés sans mentionner ce qu'ils contenaient. Puis, à chaque fois qu'elle partait faire des courses, elle en glissait 2 dans le coffre de la voiture, qu'elle allait déposer chez Céline. Petit à petit, la maison se vidait sans que rien ne paraissait choquant. Un cadre en moins ici, un bibelot disparu là.
Si j'avais été là, j'aurais peut-être remarqué. Peut-être, mais j'étais trop occupé à compter les likes sur mes photos de vacances. Ensuite, elle a appelé l'agence immobilière, pas celle du coin de la rue, celle qui nous avait vendu la maison à l'époque, une autre, dans un quartier où personne ne la connaissait. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour une estimation de ma maison en vue d'une vente rapide. La conseillère, une certaine Madame Perrin, s'est déplacée dès le lendemain. Elle a parcouru les pièces en commentant tout haut, comme si la maison était déjà sur le marché. Très bon secteur, beaucoup de demandes en ce moment. La cuisine est un peu datée, mais ça se rattrape. Vous avez un jardin, même petit, c'est un gros plus. Vous cherchez à vendre dans quel délai? Le plus vite possible, a répondu Claire, avant la fin du mois, idéalement. Madame Perrin a relevé la tête, surprise, puis a vu le regard de Claire, un regard qui ne plaisantait pas. Bon, dans ce cas, il faudra la mettre au bon prix, et privilégier les acheteurs sérieux, ceux qui ont déjà leur financement ou qui payent comptant. Mais c'est jouable, le marché est tendu. Le mot comptant a été comme une corde jetée à Claire, de l'argent, vite, pour partir loin. Le soir, elle recevait déjà un mail avec une estimation. Le lendemain, l'annonce était prête. Pas de pancarte à vendre devant la maison, à sa demande express. Elle ne voulait pas que les voisins commencent à poser des questions, encore moins que quelqu'un ait l'idée de m'envoyer la photo du panneau pendant mon voyage. Les visites ont commencé le surlendemain. Claire travaillait en télétravail ces jours-là. Elle se déconnectait 1 heure, enfilait un jean et une chemise propre et laissait entrer les visiteurs avec ce sourire poli qu'on porte comme un masque. Les premiers étaient un jeune couple, lui prof de maths, elle infirmière, éblouis par l'idée de leur première maison. Ils posaient des questions sur la chaudière, sur l'isolation, sur la crèche la plus proche. Claire répondait calmement, sans jamais dire « nous », seulement « la maison », le quartier. Elle ne se projetait déjà plus dedans. Les suivants étaient des investisseurs, venus avec un mètre et un air de calcul permanent. Ils prenaient des notes sur leur téléphone, murmuraient des choses comme « potentiel de plus-value » et « revente dans 5 ans ». Ceux-là ne voyaient pas les traces de notre vie, seulement les mètres carrés. Entre 2 visites, Claire recevait des mails de Maître Leroy. Requête déposée au tribunal. Demande de mesures conservatoires transmise. Le juge a été saisi en urgence sur la base des éléments fournis. Pendant que des inconnus ouvraient les placards de notre cuisine pour en vérifier la profondeur, la justice française enclenchait doucement sa machine. Au bout de 3 jours, 4 offres étaient arrivées. Toutes supérieures au prix affiché. Toutes pressées. L'une d'elles sortait du lot. Un couple avec un enfant en bas âge, un prêt déjà accordé, une volonté de signer dès que possible. Pas le prix le plus haut, mais la promesse de rapidité. Claire n'avait pas besoin de 10 000 € de plus, elle avait besoin de temps, de marge de manœuvre, de distance. Elle a dit oui. Le compromis de vente s'est signé chez le notaire un mardi matin. Un office discret au rez-de-chaussée d'un immeuble bourgeois, avec des murs couverts de classeurs et une assistante qui s'excusait de la lenteur des photocopies. Claire a relu les pages en diagonale, les yeux s'arrêtant surtout sur les chiffres, le montant de la vente, la somme qui lui reviendrait après remboursement du crédit, les frais. Le notaire lui a demandé « Votre mari n'est pas présent ?» « Il m'a donné procuration », a-t-elle répondu en tendant un document préparé par Maître Leroy. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Je lui avais signé tellement de procurations au fil des années, pour la banque, pour l'assurance, pour le syndic, que je ne savais plus ce que j'avais autorisé ou non. Je lui faisais confiance pour toute la paperasse. C'est cette confiance-là qui a fini de me couler. Quand la signature a été apposée, le notaire a levé les yeux et, avec ce ton neutre qu'on prend pour annoncer des choses pourtant graves, a déclaré « À partir de maintenant, la maison ne vous appartient plus ». Elle m'a raconté qu'elle avait ressenti à ce moment-là un vertige, mais pas celui qu'elle attendait, pas celui de la chute, plutôt celui du vide après une délivrance. Comme quand on retire enfin un plâtre qui gratte depuis des semaines. Le virement sur son compte devait arriver sous quelques jours. L'engrenage était lancé. Pendant ce temps-là, moi, j'étais au bord du Tage avec un verre de gin tonic à faire des plaisanteries sur le prix de l'immobilier à Lisbonne et la fuite fiscale des Français. Je n'avais aucune idée que ma propre maison, en France, changeait de main. Astérisque. Les jours qui ont suivi ont été consacrés à la liquidation. Pas la liquidation judiciaire, celle de notre vie matérielle. Claire a mis en vente presque tout ce que nous possédions. En quelques clics, nos meubles sont devenus des annonces sur Le Bon Coin et sur des groupes Facebook. Canapé d'angle en bon état, buffet scandinave, table basse style industriel, lave-vaisselle, aspirateur quasi neuf, vélo peu servi. Les gens venaient, déposaient quelques billets, repartaient avec des morceaux de notre quotidien. Un couple de jeunes est reparti avec notre lit en disant « On va enfin dormir ailleurs qu'au sol ».
Une étudiante a embarqué la machine à laver dans un vieux Kangoo, ravie d'échapper aux laveries. Un homme d'âge mûr a emporté la télé, sans un regard pour Claire, entièrement concentré sur la diagonale de l'écran. Elle a regardé ces objets partir sans nostalgie. Chaque départ allégeait la maison et son esprit. Moins il restait de choses, moins elle se sentait liée. Dans la chambre, le matelas posé à même le sol était la dernière trace d'un couple qui n'en était plus un. Elle dormait mal, m'a-t-elle dit. Pas à cause de moi, à cause de l'impatience. Dans l'ombre de tout ça, Maître Leroy continuait d'avancer ses pions. Quelques jours avant mon retour, le juge des affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation avec mesures provisoires. Traduction, le divorce était officiellement lancé et Claire obtenait temporairement la jouissance du domicile et la gestion des comptes communs, justifiée par mes dépenses manifestement excessives et préjudiciables aux intérêts de la communauté. En lisant ces lignes, elle a compris que la fenêtre dont parlait l'avocate était ouverte. Il fallait passer. Astérisque. Le matin de mon vol retour, à Lyon-Saint-Exupéry, j'ai bu un café hors de prix en me plaignant du monde à la sécurité. J'ai plaisanté avec mes amis sur le groupe WhatsApp. « Les gars, je reviens, préparez les bières, je vais vous raconter ». J'ai envoyé un message à Camille du genre « J'aurais bien prolongé » avec un emoji clin d'œil. Elle a répondu par un cœur. Je n'ai pas écrit à Claire. Un SMS laconique quelques jours plus tôt, « Ça se passe bien ?» avait eu droit à un oui neutre, sans smiley. J'avais pris cette sobriété pour de la jalousie contenue. Aujourd'hui, je sais que c'était autre chose, la distance d'une personne qui ne se sent plus concernée. Je me suis installé dans mon siège en mode pilote automatique. Casque sur les oreilles, playlist de vacances, un film débile téléchargé sur Netflix. Je n'ai même pas regardé par le hublot pendant le décollage. À l'autre bout de la trajectoire, Claire, elle, fixait son écran. Sur le site de la compagnie aérienne, le vol Lisbonne-Lyon était affiché « Embarquement, puis envol ». Une petite icône d'avion se déplaçait lentement sur la carte. À 10h42, il quittait le sol portugais. À 10h43, Claire appelait Maître Leroy. « Il est dans l'avion », a-t-elle dit. « Très bien », a répondu l'avocate. « On enclenche tout. Vous êtes prête ?»« Oui. » Ce « oui-là » était différent de celui prononcé devant le maire le jour du mariage. Celui-ci ne promettait rien à personne. Il se promettait seulement à elle-même. Maître Leroy a déposé électroniquement la demande de mesures conservatoires sur les comptes. Les banques, nos chères banques françaises, si promptes à bloquer un paiement de 12 € pour suspicion de fraude, mais si lentes à protéger réellement les clients, ont reçu l'ordonnance du juge dans la foulée. Les comptes joints ont été gelés. Les cartes bancaires rattachées, dont la mienne, allaient fonctionner encore quelques heures, le temps que l'information descende tous les échelons, puis se transformer en rectangle de plastique inutile. L'argent de la vente de la maison, lui, a été transféré sur un compte ouvert au seul nom de Claire dans une autre banque, suivant les conseils précis de l'avocate. Un compte qui, peu après, a envoyé une partie de ses fonds vers un établissement étranger. À 11h15, Claire signa l'acte de vente définitif chez le notaire. Les acheteurs, excités, parlaient déjà des travaux qu'ils allaient faire. Ils ont demandé à quel jour elle comptait quitter la maison. « Avant la fin de la semaine », a-t-elle répondu. En réalité, elle serait partie bien avant. En sortant de l'étude notariale, elle n'a pas regardé en arrière. Ensuite, tout s'est enchaîné avec une fluidité presque indécente. Elle est rentrée dans une maison presque vide. Elle a rempli 2 grosses valises, des vêtements, des documents importants, quelques photos qu'elle n'avait pas eu le cœur à jeter, un carnet, un livre. Le reste ne comptait plus. Ses parents habitaient à des centaines de kilomètres, dans une petite ville de l'Ouest. Elle ne voulait pas les impliquer. Elle a simplement appelé sa mère pour lui dire qu'elle allait partir quelque temps. Sa mère a posé des questions, évidemment. Claire a éludé. « Tu me raconteras quand tu seras prête », a répondu sa mère. C'est un talent qu'ont certaines mères françaises, savoir quand il ne faut pas insister. En fin d'après-midi, Céline est venue la chercher en voiture. Elles n'ont pas beaucoup parlé sur la route jusqu'à l'aéroport. Céline savait juste que Claire quittait son mari et avait besoin d'air. Elle ne connaissait pas les détails. Elle n'avait pas besoin de les connaître pour conduire. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé en se garant devant le terminal. Claire a regardé les portes automatiques, les chariots à bagages, les panneaux d'affichage. « C'est la première fois depuis longtemps que je suis sûre de quelque chose », a-t-elle répondu. Elle a pris ses valises, a serré son amie et est entrée.
Le vol que l'a pris n'était pas un simple Paris-Barcelone ou un Lyon-Rome. C'était un long courrier pour un pays dont la plupart des Français ne connaissent que vaguement le nom, quelque part entre l'océan et un désert qu'elle n'avait jamais vu. Un pays francophone où les expats s'installent pour monter des cafés, gérer des guest-house ou simplement disparaître un peu. Un pays dont les liens judiciaires avec la France sont, disons, distendus. Sur le papier, rien de spectaculaire, une enseignante française qui part tenter sa chance à l'étranger. Dans la réalité, c'était une femme qui brûlait les derniers ponts menant à son ancienne vie. Elle a passé les contrôles, attendu la file d'embarquement, présenté son passeport à une hôtesse souriante. Au moment de poser le pied dans l'avion, elle m'a dit avoir eu une micro-hésitation. Pas un doute, juste la conscience très nette qu'au retour, s'il devait y en avoir un, ce ne serait plus jamais en tant que femme de Julien. Elle s'est installée côté hublot. Quand l'avion a décollé, elle a regardé les lumières de la ville s'éloigner. Elle ressemblait à une carte qu'on plie et qu'on range dans un tiroir. Pendant qu'elle montait vers une nouvelle vie, moi, je descendais doucement vers l'ancienne, sans savoir qu'elle n'existait plus. Astérisque. Je ne me rappelle plus du film que j'ai regardé dans l'avion, un truc américain, avec des blagues formatées et une fin heureuse. Quand on est dans un avion, on aime bien croire aux fins heureuses, je suppose. Quand les roues ont touché le tarmac à Lyon, j'ai ressenti ce petit soulagement idiot du type « ça y est, je suis chez moi ». J'ai récupéré ma valise, passé le contrôle, respiré l'odeur familière du hall des arrivées, mélange de désinfectant, de café et de fatigue. Pas de message de Claire. Je me suis dit qu'elle devait être au boulot. J'ai pris ma voiture au parking longue durée, râlé sur le prix à la borne, programmé le GPS comme si je ne connaissais pas la route. Automatisme. L'autoroute, puis la départementale, puis notre lotissement. À ce moment-là seulement, j'ai commencé à sentir un truc bizarre, une tension dans la nuque, une sensation de décalage. Ce n'était pas rationnel, c'était juste l'intuition diffuse que quelque chose avait bougé pendant mon absence. Puis j'ai vu la voiture dans mon allée, pas la mienne, pas celle de Claire, une petite Peugeot grise avec un siège bébé à l'arrière. Le reste, vous le connaissez déjà, la clé qui ne tourne pas, les inconnus, l'agente immobilière, les policiers, le mot ex-mari. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est ce qui s'est passé après. Astérisque. Je crois que je suis resté assis sur ce trottoir plus d'une heure, incapable de décider si j'étais en colère, hagard ou en plein déni. Les policiers ont fini par me proposer de m'emmener quelque part. « Vous avez de la famille dans le coin ?» a demandé l'un d'eux. « Non. »« Des amis chez qui vous pouvez vous poser ?» J'ai pensé à mes potes de soirée, ceux avec qui je buvais des bières en terrasse. Aucun d'eux n'était du genre à t'ouvrir son canapé quand ta vie part en lambeaux. On n'était pas ce type d'amis-là. Je vais prendre un hôtel, ai-je marmonné. Ils m'ont déposé devant un Ibis budget, près d'un rond-point. Décor standardisé, moquette fatiguée, réceptionniste blasé. J'ai payé une nuit avec ma carte, presque mécaniquement. La chambre sentait le produit d'entretien et la solitude. Je me suis effondré sur le lit, avec mes vêtements, sans même enlever mes chaussures. Le plafond blanc m'a fixé en retour. Les images de la journée tournaient en boucle. La porte qui se referme sur moi, la phrase de l'agente immobilière, le « votre ex-femme ». J'ai ressorti mon téléphone. J'ai encore essayé d'appeler Claire. Toujours le même message, numéro non attribué. Je lui ai envoyé un mail cette fois, sur son adresse perso. « Qu'est-ce que tu as fait? On doit parler. Je suis rentré et il y a des gens dans la maison. Appelle-moi. » Le message est parti. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai tenté de me connecter à notre espace en ligne de la banque. Le site a mis un temps infini à charger, comme pour prolonger le supplice. Enfin, les chiffres sont apparus. Compte joint, 0 €. Livret, clos. Compte titre, solde transféré. Une bannière rouge clignotait. Ce compte fait l'objet de mesures judiciaires. Pour toute information, merci de contacter votre agence. Je me suis entendu rire. Un rire moche, étranglé, qui ressemblait plus à un hoquet. J'ai regardé ma carte bancaire. Je l'ai posée sur la table de chevet comme un objet étranger. J'ai vérifié mon compte perso. Il restait de quoi tenir quelques semaines, pas plus. Les vacances à Lisbonne avaient été généreuses. J'ai basculé sur Facebook, Instagram. Le profil de Claire avait disparu. Pas désactivé, disparu. Plus de photos, plus de traces. Comme si elle n'avait jamais existé en ligne. J'ai fouillé dans mes contacts, envoyé quelques messages à des amis communs. « Tu as des nouvelles de Claire ?» La plupart ont répondu tard, avec prudence. « Non, pas trop. Elle a quitté son boulot, non ?»« Désolé mec, je sais juste qu'elle a parlé de partir. » Un seul m'a écrit « Je veux pas me mêler, mais je crois qu'elle a pris un avocat. Je l'ai vu sortir du palais de justice la semaine dernière. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Je suis resté allongé à fixer le plafond en essayant de comprendre comment, en 5 jours d'absence, tout pouvait s'être retourné à ce point. La vérité, c'est que ça ne s'était pas retourné en 5 jours. Ça faisait des mois, des années que ça se dégradait. J'étais juste le dernier à l'apprendre. Astérisque. Le lendemain, j'ai fait ce que font tous les Français quand ils ont un problème qu'ils ne savent pas gérer. J'ai pris rendez-vous à la banque. La conseillère m'a reçu avec un sourire professionnel qui s'est évaporé dès qu'elle a tapé mon nom dans son ordinateur. Alors, monsieur Morel. Elle l'a lu silencieusement. Son regard allait et venait sur l'écran. Elle a toussé légèrement. Il y a effectivement des mesures judiciaires sur vos comptes, a-t-elle fini par dire. Je ne peux pas tout détailler, mais une ordonnance du juge a été transmise. Vous êtes en instance de divorce et votre épouse a demandé, elle a tourné l'écran vers elle comme pour me protéger de mes propres informations, a demandé des mesures de sauvegarde. Des mesures de sauvegarde pour qui, ai-je craché? Elle m'a vidé. Monsieur, je ne peux pas me prononcer sur le fond. Je peux juste vous dire que les comptes joints sont bloqués jusqu'au jugement définitif. Vous gardez la disposition de votre compte personnel. Et l'argent de la vente de la maison? Elle a gardé le silence une seconde de trop. Cet argent a été versé sur un compte au nom de votre épouse, suite à la décision du juge. J'ai senti une chaleur me monter au visage. Donc vous lui avez donné tout, comme ça? Monsieur, ce n'est pas la banque qui décide, c'est le tribunal. Si vous contestez, il faudra vous rapprocher de votre propre avocat. Mon propre avocat? Je n'avais même pas de médecin traitant et on me parlait déjà d'avocat. Je suis sorti de l'agence avec l'impression d'être passé dans une machine à laver en mode essorage. Ensuite, il y a eu le boulot. J'avais envoyé un mail la veille à mon chef pour l'avertir de mon retour. Il m'a répondu sèchement « Passe me voir à 9h dans mon bureau ». Je suis arrivé à l'heure, il était déjà là, avec la responsable RH. Mauvais signe. « Julien, a commencé mon chef, on doit parler de ton absence. » Mon absence? J'étais en congé? Tu avais posé 3 jours, a rectifié la RH. Tu es parti 8, sans prévenir. Tu as raté un rendez-vous client important, une réunion stratégique. On n'avait aucune nouvelle. Je me suis défendu comme j'ai pu, mais je n'avais pas d'excuse valable. Le Wi-Fi de l'hôtel avait très bien fonctionné pour Instagram après tout. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, a tranché la RH. On te met à pied à titre conservatoire le temps d'une procédure disciplinaire. Tu seras convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Les mots sont tombés comme des pierres. Mise à pied, procédure disciplinaire, licenciement. Je suis sorti du bureau avec une enveloppe à la main, un carton de mes affaires dérisoires, une plante morte, un mug avec le logo de l'entreprise, 2 dossiers et la sensation que le sol se dérobait à nouveau. En 2 jours, j'avais perdu une maison, des économies, un mariage et probablement un job. Je me suis demandé à quel moment exactement j'avais enclenché cette cascade. Était-ce la première fois où j'avais menti à Claire pour aller boire un verre avec une autre? Le premier message envoyé à Camille? Le premier paiement de restaurant sur le compte joint en me disant qu'elle ne vérifierait pas? Ou bien est-ce que c'était encore plus tôt, le jour où j'avais décidé que la routine avec Claire n'était pas suffisante, sans jamais lui dire ce qu'il me manquait? Astérisque. Quant à Camille, la grande histoire secrète pour laquelle je prenais tous ces risques, soi-disant pour moi, elle a disparu plus vite que ma maison. Je lui ai écrit, en panique depuis l'hôtel. « Il faut que je te voie, c'est une catastrophe. Claire a vendu la maison, elle a vidé les comptes, je crois qu'elle a disparu. » Elle m'a répondu « Julien, je suis désolé pour toi, mais je ne peux pas gérer ça. Je crois que c'est mieux qu'on arrête de se voir. » Je l'ai appelée, elle n'a pas décroché. Le lendemain, je me suis retrouvé bloqué sur sa messagerie vocale. Le surlendemain, son profil WhatsApp avait une nouvelle photo, sans moi. Notre aventure n'avait jamais été conçue pour survivre à la lumière du vrai monde. Elle avait été faite de nuits d'hôtel, de messages chiffrés, de parenthèses. Quand ma vie a cessé d'être une parenthèse confortable, elle a coupé le fil. Je me suis retrouvé seul avec mes ruines. Astérisque. Ce qui est ironique, c'est que je ressentais soudain une curiosité morbide pour la vie de Claire. Là où elle était, ce qu'elle faisait, si elle pensait à moi. Alors que pendant des mois, je m'étais montré incapable de voir ce qui se passait juste sous mon nez. Je n'avais plus aucun moyen de la joindre. Son numéro était poupé. Son mail pro renvoyait un message automatique. Claire ne fait plus partie de notre agence. Pour toute question, merci de contacter. Je suis passé devant son ancien bureau un soir. Quelqu'un d'autre occupait désormais la place, avec une nouvelle plante verte et un autre gilet posé sur le dossier de la chaise. J'ai appelé ses parents. Son père m'a répondu avec une froideur polie. On ne sait pas où elle est, et même si on le savait, on ne te le dirait pas, Julien. Ce que tu lui as fait est inexcusable. Je n'ai même pas eu la force d'argumenter.
Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment, viscéralement, que je n'avais pas affaire à une crise de couple, à une pause, à un coup de tête. J'avais affaire à une décision définitive. Elle m'avait sorti de sa vie comme on retire une écharpe infectée. Mais cette image est injuste pour elle. Je n'étais pas une écharpe, j'étais la blessure. Astérisque. Les semaines ont passé. J'ai fini par être licencié. Faute grave, a dit la lettre recommandée. Sans indemnité, sans préavis. J'ai quitté l'hôtel trop cher pour une petite chambre meublée dans un immeuble des années 70, à l'autre bout de la ville. Une kitchenette, un lit, une douche au carrelage douteux. Un voisin qui mettait du rap à fond le soir, une odeur de soupe dans le couloir. J'ai fait la queue à Pôle emploi avec d'autres têtes fatiguées. J'ai rempli des formulaires, expliqué ma situation à une conseillère débordée qui m'a parlé de reconversion et de projets professionnels. Je pensais surtout à survivre au mois. Parfois, je prenais la voiture, une vieille Renault que la banque ne s'était pas encore empressée de saisir, et je retournais dans notre ancien quartier. Je faisais le tour du lotissement comme un fantôme. Devant la maison, il y avait maintenant des pots de fleurs que nous n'avions jamais eus, des dessins d'enfants aux fenêtres, un petit toboggan en plastique dans le jardin. Un soir, j'ai vu un homme sortir la poubelle, une petite fille accrochée à sa jambe. Il lui parlait avec cette tendresse tranquille que j'avais oubliée. La porte d'entrée donnait, derrière lui, sur la lumière chaude du salon. J'ai eu un geste de recul, comme si on m'avait surpris en train d'espionner. Je n'étais plus chez moi. Je n'y avais plus ma place. Peu à peu, la colère, celle qui criait que Claire était allée trop loin, a commencé à perdre du terrain. À sa place, quelque chose d'autre a grandi. Un truc plus difficile à affronter. La lucidité. Elle n'avait pas détruit ma vie à moi. Elle avait juste quitté une vie qui la détruisait, elle. Son plan, vu de l'extérieur, pouvait ressembler à une vengeance spectaculaire. Vendre la maison pendant que je buvais des cocktails, vider les comptes, disparaître. En réalité, c'était surtout un acte de survie, une façon de reprendre le contrôle d'une histoire où elle n'avait plus son mot à dire. Moi, j'avais pris mes décisions dans le confort, tromper, mentir, minimiser. Elle avait pris la sienne dos au mur. Je me suis mis à l'imaginer dans ce pays lointain où elle avait choisi d'atterrir. Je la voyais descendre d'un avion dans une chaleur sèche, chercher sa valise sur un tapis roulant inconnu, passer le contrôle des passeports derrière des touristes épuisés. Je l'imaginais prendre un taxi vers un quartier aux rues poussiéreuses, découvrir un petit studio avec des murs clairs, un balcon étroit, une vue sur des toits plats et des antennes. Je la voyais, le soir, assise sur ce balcon, un verre de thé ou de vin blanc à la main, regardant le soleil se coucher derrière des immeubles qui n'avaient rien à voir avec les nôtres. Elle entendait peut-être des voix en langue étrangère monter de la rue, des klaxons, des éclats de rire. Elle se sentait peut-être perdue, mais elle se sentait surtout libre. Elle n'était plus la femme d'un homme infidèle, elle était juste Claire, une Française parmi d'autres, avec un passé compliqué et un futur à inventer. Je me suis mis à espérer, paradoxalement, qu'elle réussisse, qu'elle trouve des amis là-bas, qu'elle découvre un café où on reconnaît son visage, un marché où on sait ce qu'elle va acheter, une routine qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a partagée. Je ne peux pas prétendre que je suis devenu soudain un saint rempli d'altruisme. J'avais encore mal, j'avais encore honte, je me sentais encore trahi par sa manière de procéder. Mais au-delà de la blessure d'ego, quelque chose en moi savait qu'elle avait eu raison. Si elle m'avait confronté, j'aurais pleuré, juré que j'allais changer, fait appel à sa patience, lui demandé une énième chance. Elle aurait hésité, on aurait peut-être essayé de recoller les morceaux, et quelques mois plus tard, j'aurais probablement recommencé. Elle a choisi de ne pas me laisser cette opportunité. Elle n'a pas voulu me donner la possibilité de la convaincre. Elle n'a pas voulu que ma repentance de dernière minute efface des années de négligence. Elle a fermé la porte de l'intérieur, calmement, sans claquer. Et elle est partie. Astérisque. Aujourd'hui, je vis dans un appartement où rien ne lui appartient. Je travaille à mi-temps dans une boîte beaucoup moins prestigieuse, mais où personne ne m'idéalise. J'ai un budget serré, des jours où je compte les pièces, des soirs où je me surprends à regarder des vieux mails en me demandant à quel moment précis tout a basculé. Je n'ai plus de nouvelles de Claire. Je sais vaguement, par un ami d'amis, par un commentaire décalé sur un vieux poste, qu'elle vit quelque part au soleil, qu'elle donne des cours de français à des enfants, qu'elle a l'air bien. Je ne fouille pas plus, je crois que je ne le supporterai pas. Je garde cependant une image dans la tête, une image qui n'est pas réelle, mais qui m'aide à mettre un point final à cette histoire.
Claire, sur un balcon, quelque part loin de France. Les cheveux attachés à la va-vite, un t-shirt ample, un livre posé à côté d'elle. La ville en dessous bruise d'une langue qu'elle apprivoise peu à peu. Elle reçoit un message d'une nouvelle amie, un truc sans importance. Elle sourit. Et moi, dans cette image, je n'existe pas. Je ne suis ni dans son téléphone, ni dans son agenda, ni dans ses pensées. Je suis une histoire qu'elle a déjà racontée une fois, peut-être, un soir où quelqu'un a demandé « Et toi, tu étais marié ?» Elle a répondu oui, elle a résumé, elle a conclu par un « mais c'est du passé », sincère. Certaines personnes brisent votre vie en deux. D'autres la brisent en grand pour que la lumière passe. À sa manière, Claire a fait les deux. Elle m'a forcé à regarder ce que j'étais devenu, un homme convaincu que tout lui était dû, qui confondait confort et amour, qui prenait la fidélité comme un acquis. Elle a aussi brisé sa propre vie en grand, en acceptant de tout perdre, maison, stabilité, entourage, pour cesser de se perdre elle. Je ne lui pardonne pas tout, je ne me pardonne pas tout non plus. Mais je sais une chose, elle n'a pas ruiné mon existence, elle s'est simplement retirée de la ruine que j'avais construite. Et parfois, les gens qui s'en vont ne sont pas ceux qui vous abandonnent, ce sont ceux qui se sauvent. Elle est montée dans un avion. J'ai, moi, commencé à descendre en moi-même. Et dans ce voyage-là, il n'y a pas de billet retour non plus.